La première ministre Elisabeth Borne devant l'Assemblée nationale pour défendre un gouvernement dans la tourmente en ce moment et une France qui semble toujours ingouvernable. 200 000 nouveaux cas de coronavirus en France en 24 heures et le retour du masque dans une ville du sud ou encore une fonctionnalité TikTok déployée cette semaine. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Retour au bureau après le tournage hier de mon côté et on est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Et on commence donc avec le sujet principal de ces actus du jour. Une étape majeure a eu lieu ce mercredi pour le nouveau gouvernement d'Elisabeth Borne. Mais ce gouvernement reste extrêmement contesté, on va voir pourquoi. En gros, ce mercredi, la première ministre Elisabeth Borne tenait devant l'Assemblée nationale ce que l'on appelle le discours de politique générale. C'est en fait une tradition à laquelle doivent se plier tous les nouveaux premiers ministres et ça sert en gros à présenter devant les députés les grandes lignes et les grandes réformes qui sont envisagées par le gouvernement. Bon, là, la particularité en l'occurrence cette année, c'est que la République en marche n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale et donc n'est pas assurée de faire voter ces lois qu'elle présentait aujourd'hui. C'est d'ailleurs un point important de ce discours d'Elisabeth Borne. La première ministre a par exemple appelé les partis d'opposition, donc les autres partis politiques, à bâtir des compromis et donc à voter des lois portées par le gouvernement sur un certain nombre de sujets pour permettre l'adoption de ces lois tout simplement, puisque la République en marche a besoin donc de ces partis d'opposition pour les voter. Et du côté des réformes qui ont été annoncées ou précisées par Elisabeth Borne, elle a notamment annoncé, mais ça on le savait déjà, un projet de loi donc sur le pouvoir d'achat pour faire face à l'inflation et la hausse des prix très importante en ce moment. Par ailleurs, elle a aussi rappelé la volonté que l'entreprise EDF, qui est le premier producteur et fournisseur d'électricité en France sur le nucléaire, mais aussi sur d'autres sources d'énergie aujourd'hui, soit possédée à 100% par l'État, alors qu'aujourd'hui, pour le moment, l'État a 80% de l'entreprise EDF. Alors, au-delà du contenu de ce discours d'Elisabeth Borne, il y a normalement, après ce discours, ce que l'on appelle un vote de confiance. En gros, les députés votent s'ils font confiance ou pas, disons, à ce nouveau gouvernement. Et si une majorité de députés votent contre cette confiance accordée au gouvernement, le gouvernement est poussé vers la sortie. Ça, c'est du coup quelque chose qui se fait en général, mais cette année, Elisabeth Borne a décidé de ne pas participer à ce vote de confiance et donc il n'y a pas eu de vote de confiance. Pourquoi ? Parce que le gouvernement craignait de ne pas obtenir de majorité sur ce vote et donc d'être contraint à la démission. C'est un choix d'ailleurs qui a été critiqué par les députés des autres partis politiques. Mais donc du côté du gouvernement, on assume ce choix de ne pas faire de vote de confiance. Alors maintenant, il y a un autre mécanisme qui est à disposition des autres partis d'opposition pour tenter de renverser le gouvernement. C'est ce qu'on appelle la motion de censure. Je vous en ai parlé, il me semble, en début de semaine. Et en l'occurrence, ça a été déclenché ce mercredi par la NUPES, donc l'alliance des partis de gauche. Alors qu'est-ce que c'est ? Ça fonctionne un petit peu sur le même principe qu'un vote de confiance, si on veut vraiment schématiser. En fait, si une majorité absolue de députés, donc au moins 289 députés, votent cette motion de censure, le Premier ministre est obligé de présenter sa démission et la démission du gouvernement. Et donc le vote de cette motion de censure déposée par la NUPES, il n'aura pas lieu avant vendredi, car il faut un délai d'au moins 48 heures entre le dépôt et le vote. Cependant, et on peut le dire dès maintenant, cette motion de censure, elle a extrêmement peu de chances d'aboutir, car le parti Les Républicains et le Rassemblement National ont déjà annoncé qu'ils ne voteraient pas cette motion de censure. La présidente par intérim des Républicains, par exemple, Annie Genevard, a expliqué sur BFM TV qu'il ne voulait pas réaliser, je cite, un coup politique qui serait selon elle irresponsable. Et du côté du Rassemblement National, le député Sébastien Chenu a expliqué sur RTL que le Rassemblement National ne voulait pas, je cite, tout bloquer et tout casser. Il faut dire en fait que c'est extrêmement rare de toute façon que des motions de censure soient acceptées, et sur les 58 motions de censure qui ont été déposées avant celle-ci depuis 1958, une seule a abouti. C'était en l'occurrence en 1962, car une majorité de députés était contre l'élection du président de la République au suffrage universel direct. C'était quelque chose qui a été voulu à l'époque par De Gaulle. Après, ce qu'il faut bien comprendre, et c'est ce qu'indique d'ailleurs notamment la France Insoumise, c'est que c'est davantage un moyen d'action pour faire entendre son opposition plutôt qu'une réelle volonté forcément de renverser le gouvernement. La France Insoumise, visiblement, selon pas mal d'interviews ces derniers jours, est assez consciente du fait qu'il y a très peu de chances que la motion de censure passe au vu du refus des autres partis d'opposition. Et d'ailleurs, selon Michel Verpeau, qui est spécialiste de la Constitution et qui est cité par France Info, les motions de censure, c'est justement surtout un moyen d'interpeller le gouvernement et de montrer son désaccord plutôt que réellement un moyen de renverser ce gouvernement. Il faut rester prudent, mais a priori
priori donc la motion de censure ne va pas passer et le gouvernement devrait rester en place. Cela dit, eh bien c'est là que le plus dur commence en réalité pour le gouvernement, puisque à partir de lundi, eh bien le gouvernement va pouvoir soumettre des premiers projets de loi à l'Assemblée nationale. Et donc là, eh bien il y aura l'épineuse question, vont-ils réussir à obtenir une majorité des votes à l'Assemblée nationale pour faire voter toutes leurs lois? Ça incite forcément à des alliances et à des discussions avec les autres partis politiques. C'est vraiment une situation qui est inédite, notamment par rapport à 2017. Certains d'ailleurs estiment déjà que la France dans l'état actuel est ingouvernable, que tout ça va se solder et finir tôt ou tard par une dissolution de l'Assemblée nationale. En gros, certains estiment que le président va finir par vouloir organiser de nouvelles élections législatives en espérant à ce moment-là qu'une majorité se dégage d'une façon ou d'une autre pour son parti ou pour d'autres, mais au moins qu'il y ait une majorité et donc des lois qui soient votées. En tout cas, les prochains jours vont être absolument passionnants forcément d'un point de vue politique et vous pouvez compter sur nous pour en parler dans les prochains jours. On poursuit avec les actualités en bref. D'abord, cette première information, une plainte pour harcèlement sexuel a été déposée contre le député de la France Insoumise, Éric Coquerel. La plaignante, c'est une ancienne militante du parti de gauche, elle s'appelle Sophie Tissier, elle est depuis notamment connue pour être l'une des figures importantes des Gilets jaunes. Elle a dénoncé sur BFM TV des gestes déplacés, une drague lourdingue et des mains baladeuses lors d'une soirée organisée par le parti à Grenoble en août 2014. De son côté, Éric Coquerel conteste toutes ces accusations et il est soutenu d'ailleurs par une partie importante de son mouvement et au-delà de ça, une autre partie de la classe politique. D'abord donc ses collègues de la France Insoumise qui ont dénoncé des parallèles et des comparaisons qui n'ont pas lieu d'être avec les accusations qui visaient par exemple Damien Abad, qui est lui en l'occurrence accusé de viol ou de tentative de viol par plusieurs femmes. Une grande part des cadres de la France Insoumise donc dénoncent ces parallèles et défendent Éric Coquerel. Par ailleurs, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a défendu la présomption d'innocence, et ce alors que lui-même dans le passé était visé par une accusation pour viol. A noter qu'un autre cas continue à faire parler cette semaine au sein de la France Insoumise, c'est le cas de Taha Bouaf qui a pris la parole en ce début de semaine, et là-dessus je vous fais un point en détail sur ce qu'il en est demain. Deuxième chose, je voulais faire un petit point très rapide sur le coronavirus, parce qu'il y a 2-3 petites choses qui se sont passées depuis lundi. Déjà, le seuil des 200 000 cas en 24 heures a été franchi ce mardi pour la première fois depuis début avril. Selon les prévisions des épidémiologistes, le pic de l'épidémie pourrait être atteint d'ici 2 à 3 semaines, donc d'ici à la fin du mois de juillet. Par ailleurs, du côté des hôpitaux, il y a certes une augmentation ces derniers jours, mais absolument rien à voir avec par exemple le pic au mois de janvier selon François Braun, qui est le nouveau ministre de la Santé. Et d'ailleurs, aucune nouvelle restriction n'est prévue. François Braun a seulement conseillé, je cite, de reprendre les bons réflexes. Et de son côté, à noter une actualité plus locale, mais la ville de Nice a annoncé que le masque serait de nouveau obligatoire dans tous les transports en commun à Nice à partir de lundi. Et c'est la première ville à acter le retour d'une telle mesure en France. Troisième actualité, on part au Royaume-Uni. 5 membres du gouvernement du Premier ministre britannique Boris Johnson ont démissionné au cours des dernières 24 heures. Et oui, 5 démissions en 24 heures. Et Boris Johnson est donc plus fragilisé que jamais. En gros, ça a commencé ce mardi. Le ministre de la Santé et le ministre des Finances ont démissionné. Ils sont en fait en désaccord avec Boris Johnson et plus largement en fait lassés des scandales qui secouent le gouvernement britannique depuis des mois, notamment le scandale des fêtes qui étaient organisées pendant le confinement et auxquelles participait Boris Johnson malgré donc les différents confinements. L'autre scandale au-delà de ces fêtes pendant le confinement et les plus récents, Boris Johnson a en fait reconnu avoir fait une erreur en nommant en 2021 dans son gouvernement Chris Pincher qui était accusé d'attouchement sur 2 hommes, des accusations en l'occurrence dont Boris Johnson était au courant dès 2019, autrement dit bien avant de le nommer en 2020. Ça c'était donc pour 2 démissions mardi, et ce mercredi, rebelote, ou en tout cas ça a continué, c'est le secrétaire d'État chargé de l'enfance et de la famille, le ministre chargé des normes scolaires ou encore l'assistante auprès du secrétaire d'État au transport qui ont à leur tour remis leur démission, estimant que la confiance était rompue. Bref, beaucoup appellent donc Boris Johnson lui-même à la démission, et d'ailleurs selon un sondage de l'Institut YouGov réalisé ce mardi soir, 69% des électeurs britanniques estiment que Boris Johnson devrait démissionner. Quatrième actualité, vous en avez peut-être entendu parler, on en a parlé notamment sur Instagram, à partir du 1er octobre, les mots liés à la viande ne pourront plus être utilisés pour définir des produits végétaux. Ce que ça veut dire, c'est que à partir du 1er octobre, il ne pourra plus être écrit steak de soja ou encore saucisse végétale sur un emballage d'un produit qui est végétarien. C'est une mesure qui était réclamée par certains agriculteurs qui dénonçaient des appellations comme steak végétal
végétale comme de la concurrence pour la vraie viande, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. Alors, de leur côté, plusieurs militants et ONG défenseurs de l'environnement ont dénoncé cette nouvelle loi qui constitue, selon eux, un retour en arrière. Et ce, alors que les experts du GIEC, donc les experts du climat de l'Organisation des Nations Unies, ont expliqué très clairement dans leur rapport qu'il était nécessaire que les humains réduisent leur consommation de viande pour lutter contre le changement climatique. Cinquième et dernière actualité, très rapidement pour terminer, l'application TikTok a lancé une nouvelle fonctionnalité censée inciter les utilisateurs à moins passer de temps sur l'application. Alors en fait, il y a deux niveaux. Le premier niveau possible, c'est une notification qui vous est envoyée après un certain temps passé sur l'application et que vous définissez. Ça peut être 20, 30 minutes ou plus, ça c'est vous qui choisissez. Et après, il y a un autre niveau qui consiste à carrément bloquer l'application au bout d'un certain temps. Pareil, là, c'est à vous de définir le temps. Et en fait, à ce moment-là, vous pouvez déverrouiller et utiliser l'application uniquement en utilisant un mot de passe que vous aurez choisi et défini au préalable. L'idée donc, c'est qu'au bout d'un certain temps, ce soit compliqué de retourner sur l'application, qu'il faille rentrer un mot de passe, etc. Faut savoir que ces nouvelles fonctionnalités de TikTok, elles sont déployées alors que l'application est accusée de rendre les jeunes accros réellement par son fonctionnement au réseau social. Bon, après, c'est intéressant de noter que ces fonctionnalités, elles ne sont pas activées par défaut, hein. C'est vraiment à vous de les activer si vous voulez directement sur les menus de l'application. Voilà donc pour cette nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Pensez, si c'est pas encore le cas, à vous abonner pour ne pas louper les vidéos suivantes. Rendez-vous aussi sur Instagram pour d'autres contenus au quotidien, vous le savez. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.